On n'aurait pas eu ce petit remplacement de la viande de bœuf par de la viande de cheval, ça n'aurait étonné personne. Pourtant, est-ce que vous trouvez ça normal que votre viande, elle passe par 2 traders, par 3 sous-traitants avant d'arriver dans votre assiette? Les lasagnes Findus, c'est pas moins de 7 intermédiaires et 6 pays différents, de la Roumanie à la France, en passant par le Luxembourg, avant d'arriver au supermarché en Angleterre. Avec Flo, les entretiens puissants au-delà de la résilience. Bonjour Caroline. Bonjour Florence. Caroline, je te suis depuis notre rencontre en 2018 et en 3 ans, que de chemin parcouru. Diplômée de l'EDEC Lille il y a plus de 20 ans, tu es maintenant coach certifié HEC, experte de l'industrie agroalimentaire et des marques. Après avoir fait tes armes chez des marques iconiques de notre enfance telles Carambar, La Pie qui chante ou encore Créma, tu as rejoint le leader du surgelé, Findus, en qualité de directrice marketing et innovation pour la France et pour l'Europe du Sud. Mais alors que tout semblait bien se passer pour toi, en 2013, tandis que j'allais faire face à un tsunami dans ma vie personnelle, toi, tu devais faire face au scandale de l'année, celui de la viande retrouvée dans des plats de lasagne supposément faits à base de viande de bœuf. Sacré cheval. Ce fut une année de combat pour que les partenaires industriels procèdent à des tests ADN sur la totalité des lots, puis que soit mis en place un process de transparence pour les consommateurs. Un sacré combat que tu as mené, car communiquer à ce sujet est loin d'être simple et faire changer les comportements de manière vertueuse encore moins. Aujourd'hui, je gage que tu communiquerais sur l'utilisation de la blockchain comme le fait Carrefour pour la traçabilité d'une filière de poulet par exemple. Mais nos auditeurs vont comprendre pourquoi j'en passe par là pour aborder notre entretien. Tu fais un dernier passage par le groupe Bonduelle en 2017, puis en 2019, c'est le grand saut. Tu fondes InSweep, ta propre société de conseil en marketing stratégique et innovation, de coaching aussi, car tu es bien placé pour savoir que dans la vie, il faut faire face et surtout prendre le taureau par les cornes. Ça change du cheval. Tu accompagnes les dirigeants de PME, les startups, les grands groupes. Tu leur proposes une offre sur mesure et ton objectif est évidemment très alléchant, accélérer leur croissance, augmenter leur rentabilité, certes, mais sans jamais perdre de vue le consommateur, celui que nous sommes toutes et tous et qui occupe une place centrale dans ta démarche. Je suis intolérante au gluten depuis quelques années, donc tu imagines bien que je suis sensible à la question. Dans toutes ces étapes de vie professionnelle fort enrichissantes, tu as vécu à plusieurs reprises des moments difficiles, allant des maladresses au harcèlement moral, et dans ta vie personnelle, la réactivation d'un traumatisme passé dont il a bien fallu en faire quelque chose. Une chute à cheval qui t'a laissé avec des vertèbres brisées. Et oui, nous en revenons à notre équidé. Alors Caroline, il y a une date anniversaire dans ta vie, le 22 janvier. Mais pour toi, avant que cette date ne représente celle d'une renaissance, ce fut d'abord l'inverse. Peux-tu nous en dire plus sur cette période avant 2020 et en quoi cette date est importante? Pourquoi tu la vis beaucoup mieux aujourd'hui? Merci Florence pour cette très belle introduction qui me touche beaucoup déjà. Très heureuse de répondre à tes questions aujourd'hui. Pourquoi le 22 janvier 2020 a été une date importante pour moi? Parce que j'ai fêté, je veux bien dire fêter, les 20 ans de mon accident de cheval. Et en fait, oui, je me suis fracturé une vertèbre qui était la vertèbre D8, mais aussi et surtout, j'ai envie de te dire, j'ai été défigurée. Je suis allée en fait passer un week-end en Normandie chez une amie et pour me changer les idées, à une époque où j'étais en plein questionnement dans ma vie perso, elle m'a proposé de monter à cheval et donc moi, j'avais pas une grande expérience des chevaux, j'avais dû faire 1 ou 2 stages d'équitation dans ma vie, j'avais jamais fait de galop et puis tout d'un coup, le cheval a fait une ruade et je me suis retrouvée propulsée à 50 km/h à peu près, puisque c'était des chevaux entraînés pour faire des concours de saut d'obstacles, qui étaient bien vifs, bien puissants. Et en quelques secondes, je me suis retrouvée au sol et la bombe, en fait, avec le choc et en tombant, m'avait complètement écrabouillé le nez qui était aussi dévié et enfoncé dans la boîte crânienne. Et tout ça, donc en plus avec la fracture dans le dos faisait que je ne pouvais plus bouger du tout et que j'ai pas vraiment réalisé ce qui m'arrivait. Et en fait, les années qui ont suivi, alors évidemment, avec beaucoup de recul, 20 ans après, je peux dire que c'était une super expérience, que ça a complètement fait évoluer ma manière de voir la vie déjà à cette époque-là.
Ça m'a obligée aussi à me rendre compte de la chance que j'avais eue, de pas me retrouver dans un fauteuil roulant et de pouvoir finalement reprendre une vie normale, de bénéficier de l'expertise de médecins, de chirurgiens, d'infirmières, d'infirmiers aussi, pour qu'ils me remodèlent un visage quasiment comme avant. Et en fait, je l'ai un peu oublié cette date au début, les premières années. Et puis quand même, les années passaient et puis je ressentais comme une sorte d'anniversaire à fêter. En tout cas, quelque chose qui était marquant dans ma vie. Et j'ai appelé ce jour dans mon agenda, et ce sera à vie en plus. Maintenant, on peut inscrire ça à vie, on n'est pas obligé de le reporter dans un agenda papier tous les ans. Mais ce jour s'appelle Replay, comme si c'était chaque année un anniversaire de vie, un nouveau point de départ. Oui, mais alors, tu dis que c'est un anniversaire de vie maintenant, mais tu parles de retrouver une vie normale en apparence. Enfin, en apparence, parce qu'à l'intérieur de toi, c'était quand même pas le cas. On t'a remodelé, ok, au niveau du visage, au niveau du nez, mais les cassures, elles, à l'intérieur, elles étaient quand même bien présentes encore. Oui, alors il y a eu plusieurs phases. Donc déjà, quand on se retrouve comme ça immobilisé, j'ai eu un corset pendant plusieurs semaines. J'ai eu une sorte de plâtre bizarroïde sur mon visage qui avait triplé de volume, qui est passé par toutes les couleurs, etc. Et en fait, il y a bien un moment où il faut retourner au bureau. Et moi, à l'époque, donc j'avais 23-24 ans. Voilà, ça faisait déjà 3 ans que je travaillais en fait. Et dans l'industrie agroalimentaire, j'étais chef de produit carambar. Et donc j'avais organisé un grand concours de blagues carambar. Alors pendant toute ma convalescence, j'avais trié des cartons et des cartons de lettres d'enfants et de parents aussi qui avaient envoyé des blagues. Je les avais classées, etc. Ça m'avait bien occupée. Mais quand même, la question était à l'époque, c'est quoi le sens de tout ça, à côté de gens qui m'ont réparé, en tout cas où je trouvais que dans leur métier de tous les jours, ils apportaient un peu leur pierre à l'édifice. Moi en fait je vendais des carambars. Donc il y a eu déjà cette première étape de se dire finalement est-ce que j'ai fait le bon choix dans ma vie. J'ai failli m'inscrire en médecine à 24 ans. Je me souviens avoir dit à mes parents j'ai une idée là, je pense que je vais m'inscrire en médecine. Alors que j'avais fait les decks, enfin voilà, donc j'avais pas du tout pris ce chemin-là, et puis j'étais pas très très douée en mathématiques, il faut l'avouer. Et il y a beaucoup de maths, hein, quand même, les premières années en tout cas en médecine. Et en fait, ce qui m'a tué d'une certaine manière, ce qui a tué l'idée dans l'œuf, on va dire, c'est qu'ils m'ont dit bah oui, vas-y. Mais c'est bien, donc ils étaient quand même soutenants, porteurs. Ils m'ont dit, bah oui, vas-y, c'est ce que t'as envie de faire. Et donc là, je me suis retrouvée un peu bête à me dire, non, mais bon, je vais pas repartir dans 8 ans, 10 ans d'études. Est-ce que je peux pas essayer de trouver du sens aussi dans mon métier? Et en discutant avec pas mal de gens, et de tous âges, en fait, ce qui est bien quand on a des périodes comme ça dans la vie, c'est que finalement, il y a beaucoup de gens qui viennent vers nous, qui prennent des nouvelles, qui témoignent aussi de leur expérience de vie. Et en fait, j'ai pris conscience que je pouvais trouver du sens dans mon métier de chef de produit à l'époque, en développant des nouveaux produits qui pourraient apporter des volumes dans une usine, et donc une activité dans une région. La motivation pour les gens, une vraie satisfaction à avoir une innovation dans un rayon, dans une grande surface, en se disant waouh, c'est moi qui l'ai fait. Il y avait en fait de travailler en équipe, de recruter des gens, de s'appuyer sur les forces des gens, de faire naître des choses géniales par l'addition des compétences de chacun. Et c'est comme ça que j'ai réussi à finalement rester dans ce métier. Et finalement, j'y suis restée un bout de temps puisque j'ai quitté, on va dire, le monde du salariat il y a seulement 2 ans. Et le métier que j'exerce aujourd'hui ressemble beaucoup à celui que j'effectuais avant quand j'étais salariée, sauf que maintenant je suis indépendante. Je le fais autrement. Et alors du coup, pour en revenir sur ce traumatisme et cette date anniversaire, quelle a été la façon dont tu l'as accepter, voire dépasser, parce qu'on parle souvent de résilience, même dans le monde professionnel, hein, surtout depuis la période de cette crise qu'on vit avec la Covid. Mais entrer en résilience, c'est pas simple. Le processus, il est long. Est-ce que tu as été assisté par des professionnels pour ça et si c'est le cas, lesquels ?
Alors c'est vraiment une bonne question parce que quand je dis que les premières années je l'ai oublié cet accident et puis j'ai eu besoin d'aller mettre un nom dessus et puis j'ai eu besoin chaque année quand même de m'en souvenir. C'est une manière de remettre l'église au centre du village aussi, de se dire finalement chaque année de faire le point, de se dire par rapport à ce sens que je veux mettre dans ma vie perso, dans ma vie pro. Est-ce que je suis alignée? Est-ce que je suis toujours là où là où j'ai envie d'être? Alors, par plusieurs on va dire, il y a eu plusieurs événements qui se sont rapprochés entre 2017, 2018, 2019, avec un changement de lieu de vie. Je suis partie de Paris, je suis partie à Lille, j'ai pris un nouveau job. À un moment donné, j'avais envie, je sentais le besoin de prendre mon indépendance et de changer mon rythme de vie. Et puis, autour de cette date du 22 janvier, j'ai commencé à avoir très très mal au dos. Et puis chaque année, j'avais très très mal au dos. Et puis j'ai démarré une formation de coach, une executive coach à HEC en octobre 2019. Et venait progressivement cette date du 22 janvier. Et j'avais vraiment très 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 mal au dos. Mais une douleur bizarre en fait. On sait pas trop d'où elle vient, mais on sent que ça va pas, quoi. Et puis dans cette formation, on a eu une intervenante qui s'appelle Florence Lautredoux, qui est slameuse. Le slam, c'est comme Grand Corps Malade, ce sont des textes qui doivent être clamés, pas forcément avec de la musique, pas forcément avec des rimes, pas forcément avec des strophes, mais voilà, une sorte de choses qu'on peut sortir de soi et qu'on peut mettre à l'extérieur de soi. Donc, elle nous a appris qu'on pouvait utiliser le slam comme technique, comme outil de coaching, ce qui était assez original. Et on a eu un moment, individuel, où chacun on pouvait écrire un slam sur le sujet de notre choix, et on avait le choix aussi de le clamer ou pas. Et là, poussé par un camarade de promo qui s'appelle Cyril, qui se reconnaîtra, il m'a dit mais vas-y quoi. Et voilà, et me voilà partie pour écrire ce slam. Et puis, vu qu'il était écrit, je me suis dit, autant y aller, autant le clamer, dans un climat d'ultra bienveillance avec mes camarades de promo, avec les responsables de la formation. Et j'y suis allée. Et donc, je l'ai avec moi. Alors, je sais pas si tu as envie que je l'ai. Oh si, tu as pris la voix une première fois en le clamant, donc ce serait quand même génial qu'on puisse en entendre un passage, un extrait. Donc évidemment, il s'appelle Replay. C'était quelques jours avant la date anniversaire des 20 ans de mon accident. Il y a 20 ans, c'était à Caen, j'avais 22 ans. Dans un manège, j'ai mis une bombe. D'un cheval qui ne voulait pas de moi, je suis tombée. Projetée dans les airs, je me suis envolée. Le temps, un court instant, s'est arrêté et toute ma vie a défilé. Puis j'ai ouvert les yeux et j'ai entendu qu'il pleuvait. Les pompiers sont arrivés, des magiciens m'ont réparé. Un nouveau visage, on m'a modelé, et c'était parti pour des mois et des mois de corset. Il y a 20 ans, j'en ai pris pour 20 ans. C'était le 22 janvier, c'était à Caen, et il pleuvait. La bonne étoile qui m'a protégée depuis ce jour-là, jamais ne m'a quittée. Elle me rappelle chaque jour que je suis une miraculée, et que tout aurait pu s'arrêter. Aujourd'hui, cet anniversaire est arrivé, et chaque année ou presque, c'est mon corps qui m'y fait penser. Même si peu à peu, j'ai appris à l'apprivoiser, tant de souffrances il a enduré. Quand je le laisse de côté, il me le fait payer. Dans 20 ans, j'aurai 62 ans, et si ma bonne étoile le permet, des cours de coaching à HEC, je donnerai. C'est super. Tu le relis comme ça maintenant là, par exemple, cette année, en 2021, à la date anniversaire, tu l'as relu ou pas? Ouais, je le relis. J'ai peut-être même pas besoin de le relire parce que je l'ai... En toi. Je l'ai en moi. Je suis persuadée que j'ai cette bonne étoile au-dessus de ma tête. Et ça s'est vérifié à plein de reprises. J'y pense régulièrement. Je me dis, non mais t'inquiète pas, il y a un truc qui te protège de toute façon. Mais c'est marrant que tu dises ça parce que il y a une des thématiques dans Rester dans le flow qui s'appelle Petites histoires extraordinaires, où je parle un peu d'où je viens ou des capacités qu'on peut avoir et qu'en réalité beaucoup de personnes ont. Et c'est quelque chose avec lequel toi, qui te parle aussi. Est-ce que cet accident
t'a fait prendre conscience aussi d'autres choses de moins, tangibles ou physiques, et qui te fait penser justement aussi à cette bonne étoile ou ces anges gardiens, enfin appelle ça comme tu veux. Oui, le fait est que je me suis rendu compte quelque temps après l'accident de cheval que j'avais vécu ce qu'on appelle une expérience de mort imminente, une EMI. Je suis pas très à l'aise avec ce terme. Je ne sais pas si c'est une expérience de mort imminente ou si c'est une expérience tout court, puisque ce que tout le monde raconte, cette espèce d'enveloppement de lumière à la fois éblouissante mais agréable, ce silence parfait. Je ne sais pas s'il existe un silence parfait, mais celui qu'on entend un peu quand ça bourdonne, quand on s'endort et qu'on se rend compte qu'on est en train de s'endormir. Il y a une sorte de protection, je trouve, sonore qui est hyper agréable. Le fait de se voir, d'être comme en lévitation au-dessus de soi-même et donc de voir la scène, de voir ce qui se passe. Donc c'est typiquement la posture méta qu'on nous recommande d'avoir en tant que coach, c'est-à-dire de prendre une certaine distance par rapport à la situation et la voir mode hélicoptère, tout en étant dans la relation avec la personne qu'on coach. Et ce sentiment de bien-être absolu et de se dire finalement je vais voir chaque personne pour lui dire que je l'aime mais qu'il faut pas qu'elle soit triste et que je suis bien là où je suis, et en même temps quand même cette envie de revenir. Donc en écoutant des témoignages, je me suis dit c'est dingue ce que cette personne est en train de raconter, mais en fait je l'ai vécu. Et le fait d'en avoir discuté avec des experts des EMI m'a fait prendre conscience que cette capacité que j'ai en moi depuis très longtemps de me mettre justement en posture méta, que ce soit dans mon métier de marketeuse, pour déceler ce qui se cache derrière ce que des consommateurs peuvent nous dire dans des groupes d'études qualitatives, ou de ce que je pouvais percevoir, des signaux faibles. En fait, c'est quelque chose qui était naturel chez moi et que je pratiquais depuis longtemps. Donc un jour, tu as pris conscience que ça te servait dans ton travail, que tu t'en servais en réalité dans ton travail sans t'en rendre compte. Exactement. Et donc ça me sert énormément. Alors c'est lié à l'intuition. Je suis quelqu'un de très intuitif. Voilà, il y a des choses que je sens, il y a des choses que je sens pas. Je suis très attentive à toutes les synchronicités, c'est-à-dire faire le lien entre un événement et quelque chose que j'ai en tête. Et ça m'arrive tout le temps. En fait, je pense que ça se travaille. C'est-à-dire c'est un muscle en fait. Il y a des gens, ils y prêtent absolument pas attention et c'est pas du tout important pour eux dans leur vie. Moi, je passe mon temps à faire le lien entre des choses et à me dire non mais attends, si s'est passé ça, ou que j'ai pensé à telle personne et qu'en même temps elle m'appelle, ou que je vois passer un papillon jaune et marron et que je fais une séance de coaching et que ma coachée me parle d'un papillon qu'elle a dans le ventre et qu'elle me raconte une histoire avec un papillon jaune et marron. Bon bah voilà, je fais le lien immédiat. C'est le scarabée d'or de Jung, quoi. Enfin, il y a eu cette prise de conscience que peut-être grâce à cet accident de cheval, j'avais une lecture de mes relations, du monde, de la vie, de moi dans la vie, qui était particulière. Et qui fait partie d'un grand tout aussi. Et qui fait partie d'un grand tout. Après, la seule manière que j'ai trouvé vraiment de me débarrasser, je pense, de ce souvenir douloureux, de la chute, des fractures physiquement, je ne sais pas l'attribuer à une seule chose, mais je pense que c'est ce slam, clairement, et des séances de MDR. Donc le MDR, c'est Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Alors, pour le MDR, il y a deux méthodes que je connais en tout cas. Il y a la méthode avec les yeux, donc on suit du regard la personne qui a souvent avec sa main ou avec un objet fait aller les yeux de droite à gauche, tout en ayant des moments de verbalisation
du souvenir, de raconter, de revivre ce qu'on a vécu, etc. Et après, il y a les moments où on va avoir cet exercice vraiment physique. En toute honnêteté, moi, ça me donnait la nausée. Et quand le praticien disait comment vous vous sentez, je dis bah là, j'ai envie de vomir en fait. Donc il a essayé l'autre méthode qui est celle du tapotement des genoux. Et là, l'espèce de rapprochement physique avec le thérapeute, c'était très bizarre. Donc j'ai pas trop aimé non plus. Et du coup, c'est comme ça qu'on en est venu à faire de l'access conscience et de l'hypnose ericksonienne. Donc, s'il y a un conseil à donner, c'est qu'on choisit son praticien. Le fait qu'il ait plusieurs cordes à son arc dans ce type de thérapie, je pense que c'est utile parce que, justement, si une technique ne marche pas, il peut facilement en choisir une autre. Sachant qu'on est totalement conscient tout le temps. Donc, l'espèce d'appréhension de se dire que quelqu'un va nous manipuler... nous inoculer, je sais pas quoi, pendant qu'on est inconscient. Non, on est totalement conscient tout le temps. L'hypnose ericksonienne, pour revivre le jour de l'accident, le recoder dans mon cerveau, revivre finalement l'expérience de mort imminente, cette capacité à m'extraire du sol, à observer, à sentir, à ressentir, à faire des allers-retours entre l'ici et maintenant. Je l'ai aussi touché du doigt dans un livre qui a été écrit par Otto Scharmer, qui est spécialiste de ce qu'il appelle la théorie U, et qui raconte que quand il était petit, il a assisté à l'incendie qui était en train de ravager sa maison. Et en fait, il raconte un truc de dingue. Il dit « À cet instant, je sentis en moi une dimension dont je n'avais encore jamais eu conscience, liée à mes possibilités à venir, à un monde que je pouvais faire naître dans le futur. Je me sentis tirée vers le haut, au-dessus de mon corps physique, et me mis à observer la scène depuis cette hauteur. Mon vrai moi n'était pas attaché à ces biens qui se consumaient. Soudain, je savais que la personne que j'étais vraiment, était toujours en vie. J'étais léger et libre, capable de rencontrer cette autre part de moi, celle qui m'attirait vers mon avenir, ce monde qui attendait que je lui donne naissance. » Quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais il est à l'intérieur de moi, lui, en fait. Il a tout compris. C'est très parlant. C'est sûr qu'on s'y retrouve énormément dans ce que je subissais ou les moments où je subissais. Il y avait effectivement cette espèce de sortie du corps et cette manière de pouvoir tout voir globalement d'un ailleurs. Je pense que très souvent un traumatisme provoque ce genre de comportement non décelable de l'extérieur, mais dans lequel tout le monde se retrouve quand il a subi un traumatisme. Et alors pour te dire, pour filer la métaphore jusqu'au bout, avec l'histoire du cheval, on y reviendra après, je pense, sur mon histoire de lasagne, mais j'ai redémarré une nouvelle formation à HEC la semaine dernière, et une fois n'est pas coutume, pour créer les conditions de bienvenue et d'accueil, et pour commencer à se connaître avec les personnes de ma promotion. Notre fil rouge est responsable de la formation et c'est Patrick Dugois. C'est ma référence en matière de résilience. Donc déjà, quand j'ai su que c'était lui qui allait nous accompagner dans ce nouveau chemin de formation, je me suis dit que c'était pas un hasard. Patrick Dugois qui lui est un résilient et qui a connu les violences, des violences infantiles et puis pendant toute son adolescence aussi. Exactement. Et donc, il dispose des photos de paysages, des différentes photos par terre. Et on fait un exercice de photolangage où il nous demande quelle photo nous appelle, en fait, et qui représenterait notre état d'esprit du moment. Et donc, il dispose les photos au milieu de la salle. Les seules 2 photos qu'il avait avec des chevaux se retrouvent juste devant moi. Le fameux hasard qui n'existe pas. Le fameux hasard qui n'existe pas. Donc voilà, c'était un moment très très fort aussi, et qui m'a confortée dans l'idée que il y a une histoire. Il y a une histoire avec les chevaux. Je suis jamais remontée sur un cheval. Je suis très attirée par une expérience d'équi-coaching. Mais alors nous, dans notre programme, on va pas avoir de l'équi-coaching, on va avoir du sheep coaching, donc du coaching de moutons. Moi, c'est très sympa aussi. Il y a un côté plus laineux. Mais j'ai vraiment hâte de continuer ce parcours de formation. Mais du coup, ça confirme ta démarche d'utiliser tes pleines capacités que tu as découvertes grâce à cet accident
cette façon dont tu as de t'en servir dans ton travail de conseil et de coaching avec des dirigeants, des dirigeantes, là, tu vas finir encore de l'affiner et aller encore plus loin dans cette démarche pour être au plus près de tes clients et clientes. Oui, je pense que c'est un... Autant je pense que c'est un réflexe que j'ai dont je ne suis pas toujours consciente, autant régulièrement je me mets dans cet état d'esprit. Mon papa m'a beaucoup dit quand j'étais petite, fais marcher ta tête, Caroline, fais marcher ta tête. Ce qui était important, hein, parce que pour moi qui suis très empathique, qui choisit on va dire, je me sens bien dans une entreprise parce que je me sens bien avec les gens avec qui je travaille, donc ou en admiration avec un patron, ou on va dire je me sens bien avec les gens. Et Dieu sait si parfois, même souvent, la vie en entreprise c'est plus rude que ça, et donc il faut laisser un peu le cœur de côté et plutôt faire travailler sa tête. Mais justement, j'ai pris conscience de l'inverse, de me dire ok, ta qualité c'est ça en fait, c'est l'empathie. C'est le fait de sentir les choses, de sentir les gens ou de pas sentir, de sentir un projet ou de pas le sentir. C'est pas forcément avec la tête, bien au contraire. Et alors après, donc le fait de se questionner, tu vois, de me questionner en tout cas régulièrement sur est-ce que je suis à la bonne place, est-ce que je trouve toujours du sens dans ce que je fais. Pour le coup, ça c'est ma maman qui m'a dit on te forcera jamais à faire quelque chose que tu ne veux pas faire. Et ça prend tout son sens aussi, de se dire dans des situations où on se sent pas reconnu à notre juste valeur, où on nous demande de faire des choses qui sont contre nature, qui nous désalignent, d'avoir cette capacité, et c'est dur, hein, mais cette capacité à un moment de se dire non mais là non en fait, là j'arrête. Et on a besoin des autres aussi pour le faire. Enfin, je suis très reconnaissante des gens qui m'ont coachée aussi, de mes amis, voilà, des gens qu'on a autour de soi parfois qui nous alertent. Sachant que moi, j'ai toujours eu tendance à ne pas du tout écouter les signaux d'alerte que me donnait mon corps. Ah oui, donc forcément, tu as vécu certains passages, on en parlait tout à l'heure, de harcèlement moral, par exemple. Tu fais référence à ce genre de problème que tu as rencontré? Oui, je suis allée jusqu'à faire une pyélonéphrite bilatérale aiguë. Alors, tu vas nous expliquer ce que c'est? Alors, c'est une infection des reins qui fait très 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 mal. Avec un passage en dialyse, du coup? Non, j'ai pas été jusque-là. Mais par contre, ce qui est assez rare, c'est que les 2 reins étaient touchés. Et que là, mon médecin, qui était toujours plutôt un peu second degré, un peu dédramatisant surtout, là, j'ai senti ce jour-là que ça rigolait pas du tout. Il m'a prise entre 4 yeux. Il m'a dit, mademoiselle, quand un organe vital est touché, c'est grave. Quand 2 organes vitaux sont touchés, là, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie. Il va falloir que quelque chose change. C'est vital, en fait. Tu avais regardé à l'époque la symbolique des organes en question, ce que représentent les reins pour le corps humain? Non, je l'ai regardé il n'y a pas très très longtemps. Et je crois que c'est quand on a peur de perdre quelque chose. Comme dans le cadre des formations HEC, nous sommes contraints d'être suivis par un thérapeute chaque semaine. J'ai déjà exploré pas mal de choses, mais ça, non, pas encore. Ça peut faire partie du programme. Mais voilà, pyélonéphrite bilatérale aiguë égale, il y avait vraiment des choses qui n'allaient pas dans ma vie. Donc j'ai changé de boulot, j'ai changé de partenaire. C'était à quelle période de ta vie, ça? C'était en 2005, juste avant de rentrer chez Findus. Findus, après, qui est devenu Nomad Foods Europe, on a été racheté 4 fois, on a changé 4 fois d'actionnaire plutôt. Mais j'y suis restée 12 ans. Oui, c'est pas rien. Et tu mentionnais tout à l'heure l'époque où il y a eu ce problème avec la viande de cheval. Comment du coup tu as surmonté ce passage-là et prendre à bras le corps toute la communication autour de ce problème? Alors la gestion de crise, à proprement parler, ça ne s'anticipe pas. On a beau s'y préparer, on a beau faire des exercices, ça ne prévient pas. Évidemment, ça arrive toujours un vendredi soir à 17h, dans des périodes de vacances, voilà, donc c'est jamais prévisible. En l'occurrence, là, il s'agissait d'une escroquerie qui s'est révélée être à l'échelle européenne. Et le principe d'une escroquerie, c'est
c'est que ce n'est pas décelable, hein, sinon ce serait pas une escroquerie. Il faut dire qu'à l'époque, on n'était pas hyper préparé chez Findus. On n'avait pas d'agence de gestion de crise déjà, on va dire, enregistrée dans notre liste de partenaires ou de fournisseurs. On n'avait pas non plus d'agence de gestion de la notoriété, enfin, en tout cas de l'impact qu'il pouvait y avoir sur les réseaux sociaux. On n'avait pas été entraîné en particulier sur tout ce qui pouvait être autour des médias, etc. Donc, quand on a commencé à faire des analyses en interne, qui étaient à l'époque des tests ADN, et les tests ADN à l'époque, c'était plutôt en criminologie. Dans l'agroalimentaire, ça n'existait pas vraiment. Et il y avait très peu de laboratoires qui étaient capables de le faire. Et on ne pouvait avoir que des échelles, en fait. Donc, c'était ou moins de 1%, ou entre 1 et 50%, voilà, sur des viandes, en tout cas des animaux qu'il fallait identifier en amont. Donc, si on veut trouver du cheval, il faut chercher s'il y a du cheval. C'est ça. Il faut d'abord savoir ce qu'on cherche. Exactement. Toute la question à l'époque a été de faire la différence entre la législation et l'impact psychologique, l'impact sur la marque. Parce que du point de vue de la DGCCRF, hein, qui est l'instance de contrôle des fraudes en France, ça n'était qu'un problème d'étiquetage. C'est-à-dire que nous vendions des lasagnes prétendues être au bœuf et qu'en fait, il y avait du cheval dedans et que donc, dans notre liste d'ingrédients, nous aurions dû avoir la mention viande de cheval. Mais le problème ne se situait pas là. Sauf que voilà, en fait, donc moi, ça faisait déjà quelques années que j'étais chez Findus. J'avais à cœur à l'époque la transparence de l'information et ce qu'on appelle maintenant, mais qui était assez innovant à l'époque, c'était le clean label, c'est-à-dire supprimer de nos recettes tout ce qui ne pouvait pas se trouver chez soi. Si on faisait par exemple des lasagnes soi-même à la maison, avec les ingrédients du réfrigérateur et du placard, on constitue des lasagnes bolognaises. Et on ne vient pas mettre, je sais pas combien d'additifs, avec des œufs, quelque chose, etc. Donc il y avait eu tout ce travail-là qui avait été fait sur 100% de nos produits, la suppression de l'huile de palme aussi, et des conservateurs. Et donc, j'avais une campagne de pub qui était toute prête, qui disait « Pour vos enfants et les enfants de vos enfants, 100% des produits Findus sont cuisinés sans colorant, sans conservateur et sans huile de palme. » Donc, la campagne était prête, c'était magnifique. On a fait une super belle pub télé avec des enfants super mignons. Et en fait, le 8 février 2013, donc, on se rend compte que nous avons du cheval dans nos lasagnes et que même nous ne le savions pas. Tout le monde était grugé dans cette affaire. En fait, d'un point de vue responsable de la marque, avec une certaine responsabilité vis-à-vis des consommateurs et des gens qui consommaient nos produits, c'était juste irréconciliable, en fait. Sachant que c'était pas le cœur de métier de Findus de faire des lasagnes, c'est le poisson pané, croustibat, voilà. La partie plat cuisiné représentait même pas 5% de notre chiffre d'affaires. Donc on s'est un peu demandé quand même comment nous, petits faiseurs, on va dire, sur ce segment de marché, comment c'était possible que nous décelions cette fraude avant les autres. Ouais, je pense que certains ont des réponses. Mais que... Surtout, la grande question, c'était qu'est-ce qu'on fait en fait ? Est-ce qu'on fait un rappel produit puis on a décidé d'être transparent et de le dire. Donc ça a été une aventure en interne, en toute honnêteté, vraiment exceptionnelle, parce que dans ce genre de situation, la première réaction, c'est de se dire il faut sauver la marque, et pour sauver la marque, on peut pas faire autrement que de dire la vérité. Et en fait, on a quand même eu 3 ministres à l'époque qui se sont penchés sur la question et qui finalement très rapidement ont mis le doigt sur cette fraude. Et finalement, ça n'a plus été la crise Findus, c'est devenu le Horsegate, c'est la crise de la viande de cheval, et finalement, ce sont les coupables qui ont été mis sur le devant de la scène. Puis il a fallu après reconquérir la confiance des consommateurs. On a mis en place les tests ADN. Alors tu parlais de blockchain en introduction, ça s'appelait pas comme ça à l'époque, mais c'est exactement ce qu'on a fait, puisque on donnait la possibilité aux consommateurs
de vérifier sur un site internet indépendant leur numéro de lot et les contrôles ADN qui avaient été faits sur la viande avant qu'elle soit intégrée dans la recette et sur le produit fini à la sortie de l'usine. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que, alors évidemment, quand j'ai annoncé ça aux équipes informatiques de Findus, donc on était mi-février et j'ai dit que je voulais annoncer ça pour le 2 avril. Ils étaient ravis du challenge. Mais surtout, le fait finalement de donner aux consommateurs la possibilité de vérifier a fait que finalement quasiment personne n'est allé vérifier. En fait, à partir du moment où on est transparent et on dit qu'on est transparent et que l'information est disponible, ça suffit pour rassurer les consommateurs. Ok, et aujourd'hui, les consommateurs seraient d'autant plus rassurés qu'une fois que c'est dans la blockchain, on ne peut pas l'enlever. Donc pour le coup, au contraire qu'ils aillent vérifier. Exactement. Tu as parlé justement par rapport à ce problème-là des enfants et de ton engagement justement en termes de communication et de marketing dans l'agroalimentaire, aussi par rapport aux futures générations. Et je fais le lien entre ces autres générations et toi sur un plan personnel donc si je ne me trompe pas, tu n'es pas maman. Et pourtant, sur le plan professionnel, c'est une des choses en termes de harcèlement moral qu'on t'a reproché. Oui, alors les gens sont très étonnés quand je raconte tout ça, mais dans 2 entreprises, j'ai vécu tout l'inverse de ce que les femmes racontent habituellement, en tout cas de ce que les mamans racontent. On entend souvent que il y a une discrimination des femmes par rapport aux hommes qui doivent gérer leur carrière plus leur rôle de maman et leur rôle d'épouse, qui n'ont pas les promotions attendues, qui ont une rémunération inférieure à celle des hommes, etc. Ce qui est vrai, hein. Oui, bien sûr. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai jamais pratiqué en tant que manager. J'ai jamais mis ce critère, homme ou femme. J'ai pas vécu ça, à la fois en tant que manager et même en tant que salarié. Donc, je m'aventurerai pas sur ce terrain. Oui, mais tu en as vécu d'autres, qui sont d'autant plus importantes. Et dont je ne parlais pas. Et j'ai commencé à en parler il y a 2 ans, un peu autour de moi, en rencontrant justement des femmes comme moi qui n'étaient pas mamans. Ce qui est quand même assez tabou comme sujet. Même entre nous, c'est pas facile. C'est un sujet qui n'est pas facile. Et on a commencé à parler de ça par rapport aux violences qu'on pouvait vivre les unes et les autres dans notre quotidien. Par exemple, quand on se rend à un cocktail, une interprofession, et puis à un moment, voilà, entre 2 conférences, il y a une petite pause et on discute comme ça de manière informelle avec des gens. C'est tellement évident pour les gens que vous avez des enfants en fait. Donc c'est même pas est-ce que vous avez des enfants, c'est et vous en avez combien, ou c'est les vôtres, ils ont quel âge? Oui, bah tout le monde sait ce que c'est que d'avoir un ado à la maison, et ça on l'entend tous les jours, on l'entend à la radio, on l'entend, voilà, c'est quelque chose d'évident. Et puis quand on est amené à dire bah non, j'ai pas d'enfant, les réactions sont assez variées, mais souvent il y a ah mais vous inquiétez pas, ça va arriver. Ou ah bon, mais c'est un choix ou... Et en fait, les questions sont tellement intrusives, maladroites, déplacées, que... Alors évidemment, moi au début, j'avais quand même du mal à répondre à cette question, de manière toute naturelle, et genre, ouais, non mais tout va bien. En commençant comme ça, on discutait avec des femmes de mon âge, ou un peu plus jeunes, ou un peu plus âgées, des femmes qui étaient encore en âge de pouvoir en avoir, d'autres qui avaient une horloge biologique qui était passée. J'ai senti qu'il y avait un besoin d'en parler déjà. Et puis, je me rendais compte alors que dans une entreprise où j'étais très bien, hein, mais finalement, c'était les femmes qui revenaient de congé de maternité qui étaient promues. Comme si c'était un signe de maturité, un passage obligé, en fait, pour prendre une fonction de manager, par exemple. Et c'était même verbalisé par certains managers. Et puis, j'ai eu une autre expérience qui m'a mise en sidération, au sens propre, hein, où un jour, on m'a dit, textuellement, dans notre entreprise, manager les gens, ça revient à manager des ados. Et comme tu n'as pas la chance d'être maman, Caroline, tu ne sais pas ce que c'est.
Donc, tu ne peux pas être un bon manager dans notre entreprise. Ok, prends-toi ça dans les dents. Et là, je n'ai pas répondu. J'ai compris que mon cerveau m'avait protégée. C'est ce qui s'appelle la sidération. Ça fait tellement mal. En fait, c'est tellement pas possible d'entendre ça que finalement, on se protège et on répond pas, quoi. Je ne saurais jamais si c'était de la maladresse ou de la méchanceté. Les avis sont partagés sur la question. Mais ce qui semble important, c'est comment toi, tu l'as pris de toute façon. Et voilà, exactement. Évidemment, alors maintenant j'ai 44 ans, je n'aurai pas d'enfant. Et j'ai fait tout un travail. J'ai réalisé, grâce aussi à plusieurs personnes, que je pouvais offrir au monde une autre forme de fécondité. Et donc, je peux utiliser mes qualités potentielles de maman autrement avec ma filleule. J'ai une filleule qui a 8 ans, qui s'appelle Charlotte. Je suis très, très fière d'être marraine. C'est une vraie... Ça a été en tout cas pour moi, et c'était avant de savoir que je pourrais pas avoir d'enfant, mais que ma meilleure amie m'a demandé d'être la marraine de sa fille, et puis tutrice légale de ses 2 enfants si jamais il arrivait quelque chose aux 2 parents. Donc, ça m'a responsabilisée aussi dans le fait de grandir dans mon adulte. Si je fais référence à l'analyse transactionnelle, et c'est aussi pour ça que j'ai eu envie de me former au coaching. Et c'est aussi pour ça que je pense que dans mes missions de marketing auprès de mes clients, j'essaie d'apporter autre chose que juste une compétence technique. Et que l'humain prend une grande place, et que voilà, j'ai envie de distiller des choses aussi d'humain, de la vie, de l'accompagnement et de valeurs de maman, de parents, de papa, de tata. Je n'ai pas de frères et sœurs, donc je m'en crée aussi avec des amitiés très fortes. Tu prouves juste qu'en fait, on ne s'arrête pas à ce que l'on donne à voir. Évidemment qu'il serait quand même bien que les gens avec qui on travaille, au-delà de notre entourage familial, prennent conscience aussi de cela, que la personne qu'ils ont en face d'eux, en réalité, ils n'en connaissent que le 10e. Tout à fait. On ne demande jamais à des gens, finalement, quand les gens parlent de leurs enfants, on leur dit pas, on leur demande pas pourquoi vous avez voulu avoir des enfants. Oui, et comme s'ils avaient toujours voulu en avoir. Parce que l'inverse existe aussi. On peut avoir des enfants qu'on n'a pas désirés. Tout à fait. Voilà, et comment on fait ? Et est-ce que du coup on est mauvais manager pour ça ? Enfin, c'est complètement aberrant. Les remarques que tu as entendues sont complètement aberrantes. Comme je suis rentrée en résilience depuis très longtemps, la sidération m'a aidée. Merci au fonctionnement du cerveau. Ça t'a protégée. Ça m'a protégée. J'aime bien le mot que tu emploies pour d'autres situations, mais la notion de s'affranchir, d'être affranchi de ça. Ça veut pas dire que c'est pas douloureux. Parfois, quand quelqu'un de mon entourage m'annonce qu'il va être papa ou maman, forcément, je suis hyper heureuse pour la personne, mais ça vient quand même toucher quelque chose. On va pas dire que ça fait rien. Mais du coup, c'est un peu comme Ripley, quoi. Ok, ta bonne étoile a décidé que ça devait pas se passer comme ça. Hein. C'est que c'est bon pour toi. Tu parles d'acceptation, en fait. C'est de l'acceptation, c'est de la résilience, c'est un appétit de la vie. Aussi de se dire que me réserve la vie, et finalement si c'est pas ça, c'est autre chose là maintenant, c'est autre chose demain. Oui, avec les incertitudes c'est vrai que chaque matin je trouve que quand même là en ce moment, quand on se réveille, en tout cas moi quand je me réveille, je me dis ouais, ok, les restos sont encore fermés. Ces temps-ci, c'est sûr qu'il vaut mieux se lever en disant ok, c'est aujourd'hui, je vis aujourd'hui et pleinement. Demain, on verra, quoi. Donc, c'est pas inné. C'est quand même un travail de tous les jours. Et la résilience, c'est pas acquis. Moi, j'aime énormément cette phrase de Michel Audiard qui dit « Bienheureux les fêlés, car ils laisseront passer la lumière ». J'adore cette phrase. Je dis pas que je ne veux coacher que des gens autour de la résilience, et alors en plus plutôt dans l'univers professionnel, mais j'ai envie un jour de faire quelque chose justement pour ces femmes qui n'ont pas d'enfants, mais aussi les hommes, parce que je me suis rendu compte que finalement, en discutant avec des amis hommes sans enfants, eux aussi étaient confrontés à cette violence quotidienne, à ces maladresses.
Pour moi, c'est presque un sujet de pédagogie, d'éducation, de faire prendre conscience aux gens de ce qu'ils peuvent générer chez l'autre avec ce type de questions, de remarques, qui eux leur semblent complètement anodins et qui en fait font très très mal. Bien sûr, et les hommes aussi vivent avec une chape de plomb sur les épaules, on parle toujours de la charge mentale des femmes, et c'est très bien d'ailleurs, il est temps qu'on en parle de plus en plus. Les hommes vivent eux aussi avec d'autres charges. Il est temps aussi qu'ils prennent la parole à ce sujet, hein. On les charge, nous, ils se chargent entre eux. Dans tous les cas, c'est nocif si on n'en parle pas. Alors, j'ai lu une BD de Marie Dubois qui s'appelle Un bébé si je veux, aux éditions Massot. Et en fait, j'ai vu passer ça sur KissKissBankBank ou Ulule. Et je me suis dit, tiens, un livre sur l'infertilité, vu sous forme de BD, ça peut être chouette. Je l'ai reçu il y a quelques jours. Je trouve l'ouvrage génial. C'est super bien vu, c'est bien fait, c'est bien expliqué. Justement, toutes les injonctions, le parcours du combattant, des couples et des femmes pour la PMA, etc. Et donc, je me suis dit, waouh, c'est chouette, je vais vraiment bien. Et puis, j'arrive à la dernière page. Et là, coup de poignard encore, parce que finalement, au bout de 7 ans, elle a réussi à avoir une fille, grâce à la FIV. Et elle termine en disant, quand maintenant quelqu'un lui annonce je suis enceinte, et ben paf, ça lui refait cet effet un peu coup de poignard. Et puis en fait, elle regarde sa fille qui joue dans le bac à sable et elle se dit, ah non, mais ça va, je l'ai. Elle est là, quoi. Et je me suis dit, pourquoi finir comme ça? Et alors, et donc pour celles ou ceux qui n'en ont pas, et alors? Voilà, donc il me manque ce morceau-là. Je trouve qu'elle devrait écrire un tome 2. Et si c'est un appel, si elle veut qu'on l'écrive ensemble, je suis partante. Et c'est une bonne transition pour que tu puisses me dire ce que tu penses du flow et qu'est-ce que c'est rester dans le flow pour toi. Est-ce que c'est justement pouvoir finir ce livre en se disant mais non, elle n'en aurait pas eu, elle aurait été dans son flow aussi. Et c'est ça le but de la vie, c'est d'arriver à trouver son flow. Qu'est-ce que tu en dirais, toi? Je suis complètement d'accord avec ça. Tu sais, la grande question, c'est est-ce que tout le monde peut être résilient? Est-ce que si tu as été résilient une fois, tu es résilient toute ta vie? Est-ce que tu es plus aguerri pour affronter une nouvelle difficulté, un nouveau deuil? Ça se travaille. C'est comme la sérendipité. Si on provoque pas les choses, si on sort pas de chez soi, si on va pas à la rencontre des nouvelles personnes, si on n'ose pas essayer des nouvelles choses. Je vais encore dire une petite citation, mais que j'adore. C'est Sœur Emmanuelle qui dit la vie est un risque. Si tu n'as pas osé, tu n'as pas vécu. C'est ce qui lui donne un goût de champagne. Et j'aime bien parce que quand elle dit ça, c'est une interview qui a été filmée. Et elle dit c'est ce qui lui donne un goût de champagne. Avec sa petite voix toute fluette. Et elle a raison, la vie c'est un risque. Et c'est ça qui fait qu'on est dans le flow et qu'on y va et qu'on ose. Et puis parfois on se ramasse, parfois il arrive des choses totalement inattendues et on se dit finalement j'ai bien fait de sortir de chez moi ce jour-là. Ce qui compte c'est l'expérience et qu'on en tire et je trouve c'est important d'être constamment en apprentissage et être curieux des autres et être curieux de soi aussi et finalement quand elle me dit ça qu'est-ce qui se passe en moi et quelles ressources je vais chercher au fond de moi pour me dire bon allez ok ça peut être un coup de poignard mais finalement ça te rappelle aussi que tu peux offrir au monde une autre forme de fécondité donc sors de toi-même quoi. Voilà, c'est ça que tu dirais aux auditrices et aux auditeurs qui nous écoutent. Et en fait il y a des périodes où c'est aussi normal d'aller dans sa caverne, de pas vouloir en sortir, pas vouloir voir de gens, et qu'il faut savoir entendre aussi ces moments-là. Exactement. Et les accepter et s'appuyer dessus. Et ils sont hyper importants ces moments-là aussi. C'est d'aller chercher dans son ombre aussi. Il y a des perles dans l'ombre. Enfin, on apprend tout ça en école de coaching. Et en tout cas, c'est ce que j'ai appris moi. Mais il y a aussi des jolies choses à aller chercher dans ce qu'on a refoulé ou dans ce qu'on n'ose pas et pourquoi. Voilà. Donc ces périodes-là sont importantes aussi. Il faut pas rester trop longtemps non plus dedans. Dans la courbe du deuil, c'est le marchandage, la négo. Faut pas tomber dans le marécage. Et pour ça, souvent, on a besoin des autres.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Il faut pouvoir s'appuyer sur les autres. Non, il faut se donner les moyens de s'appuyer sur les autres. En écoutant des podcasts, par exemple. Par exemple. Merci Caroline pour cet échange. Merci à toi. Merci beaucoup. Avec Flo, le podcast d'entretien intime, gai et combattant pour toutes celles et ceux qui veulent dépasser les obstacles de vie, découvrir le flow de la vie. Si vous aimez rester dans le flow, n'hésitez pas à le soutenir en laissant un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur la plateforme que vous aimez utiliser. Ainsi, vous participerez à faire découvrir à d'autres des histoires inspirantes, des parcours de vie de résilientes et contribuerez à redonner de l'espoir.